Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler de mesures. Pas de celles que vous connaissez bien, celles qui utilisent des centimètres ou des degrés, mais de la mesure, celle qu'on essaie d'utiliser dans le domaine des sciences humaines. Je vais commencer par vous parler de la mesure de manière générale. Par la suite, nous allons évoquer quelques-unes des théories de la mesure qui ont commencé à se développer au XIXe siècle. Pour finir, je vous présenterai un exemple sous la forme du modèle de Rasch. Alors allons-y. Les hommes mesurent depuis la nuit des temps, ou presque. À partir du moment où il y a eu des activités sociales, des échanges commerciaux, il a fallu mesurer, souvent simplement en comptant les ressources ou en comptant les personnes. Et pendant des siècles, les opérations liées à la mesure ont été machinales, maîtrisées et ont suscité peu de réflexion au sujet des présupposés de la mesure. Cette connaissance pratique reposait sur l'idée de concaténation, qui consiste à mettre les éléments bout à bout. Cette combinaison empirique se manifestait par le biais de la règle de l'égalité, la règle de l'additivité et la règle de l'unité de mesure. Un mouton vaut la même chose qu'un autre mouton. On a un mouton plus un autre mouton, et ainsi de suite. Le mouton devient l'unité de mesure et on additionne les unités pour mesurer son troupeau. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Par exemple, la température peut être mesurée, mais cette mesure n'est pas conforme à la concaténation. Si je mélange deux quantités d'eau à 50 degrés, je n'obtiendrai pas de l'eau à 100 degrés. Et voici un autre exemple. On veut mesurer la longueur de la diagonale de ce carré. Or, dans un triangle rectangle, le rapport de la mesure du côté et de celle de la diagonale est un nombre irrationnel. C'est racine de 2 dans cet exemple. On ne peut donc pas mesurer la longueur de la diagonale en concaténant une même unité que celle utilisée pour les côtés du rectangle. On dit que ces deux grandeurs sont incommensurables. On peut donc faire deux constats ici. D'abord que deux magnitudes, deux grandeurs si vous préférez, peuvent être soit un nombre de fois la même unité de mesure, c'est-à-dire être commensurables, soit être incommensurables. Et on le sait depuis fort longtemps car Euclide l'avait déjà démontré. Et ensuite, que même des grandeurs incommensurables peuvent être mesurées. On sait bien qu'on peut mesurer la longueur de la diagonale d'un triangle rectangle, par exemple par un calcul. Pythagore y avait veillé. Cela veut donc dire que la concaténation n'est pas indispensable à la mesure. C'est une mauvaise nouvelle si on se dit que ce n'est pas aussi simple qu'on aurait pu le croire. Mais c'est une bonne nouvelle quand on travaille en sciences humaines, car il est clair que les attributs qui nous intéressent, disons l'intelligence ou encore l'habileté en mathématiques, ne peuvent pas être concaténés. On ne peut pas mettre des unités bout à bout et les compter. Et on voit bien qu'en physique aussi, la mesure ne se réduit pas à ça. Parlons maintenant un peu de théorie de la mesure. La mesure est au service de la science depuis longtemps, mais en fait sa théorisation ne date que du XIXe siècle. Je vous propose un rapide coup d'œil dans le passé. Les prémices de la mesure datent de l'Antiquité. Par exemple avec Euclide, qui a montré que deux magnitudes peuvent être commensurables ou incommensurables. Ou avec Aristote, qui a établi une distinction entre une quantité, avec la notion d'égalité ou d'inégalité, et une qualité, avec la notion de degré ou encore d'intensité. Avec Pythagore et avec d'autres. Il faut ensuite attendre la fin du Moyen Âge pour voir apparaître les grandes découvertes scientifiques. Puis le XIXe siècle pour voir naître les sciences humaines et sociales. Quelques siècles pendant lesquels la science se développe, mais on ne trouve pas encore de traces de théorie de la mesure. En fait, les premiers théoriciens de la mesure sont des physiciens.
Hermann von Helmholtz, Otto Hölder et Norman Robert Campbell à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et puis, le psychologue Stanley Smith Stevens propose une nouvelle théorie qui a marqué fortement les sciences humaines et sociales depuis. Il y a de multiples manières de définir la mesure, avec ici les deux extrêmes. D'abord, celle de Norman Campbell, pour qui la mesure dépend de propriétés algébriques très contraignantes. Il définit ainsi les mesures fondamentales. Les mesures dérivées sont ensuite obtenues en multipliant des mesures fondamentales. Pensez par exemple à la densité, qui est le quotient de la masse par le volume. Et de l'autre côté, l'approche opérationnaliste de Stevens, pour qui il suffit d'assigner des nombres aux objets ou aux événements en suivant n'importe quelle règle pour prétendre mesurer. Cette approche a été très influente dans le domaine de la psychologie depuis les années 50. Donc, en gros, selon ces deux approches, soit absolument rien ne peut être mesuré en sciences humaines, soit n'importe quoi peut l'être. À cette étape, les choses vous semblent sans doute un peu abstraites. Regardons donc deux exemples simples. Prenons d'abord un instrument de mesure bien connu, un ruban à mesurer, gradué dans le système international. Il est possible de faire quelques constats simples. D'abord, nous sommes dans le monde de la physique. Si plusieurs personnes mesurent la même table, elles obtiendront à peu près la même valeur, à une erreur de mesure près. Si je mesure plusieurs tables, je pourrais calculer la longueur moyenne des tables. L'unité de mesure ici, le centimètre, a un sens uniformément reconnu dans tous les pays du monde. Elle est identique partout. 1 centimètre au Canada a la même valeur qu'en Chine, par exemple. Et on obtient la mesure par concaténation de l'unité de mesure. Prenons maintenant un instrument de mesure souvent utilisé en sciences humaines, c'est-à-dire un questionnaire. Celui-ci vise à mesurer votre intérêt pour ma présentation. Si vous remplissez mon questionnaire ainsi, il est possible de se poser des questions simples. Est-ce que la moyenne de vos réponses correspond à une mesure de votre intérêt pour ma présentation? Ici, le calcul donnerait environ 2,7. Est-ce que deux personnes qui répondent 3 ont la même conception de ce que signifie 3? Est-ce qu'il y a la même distance entre 1 et 2 qu'entre 2 et 3? Cette propriété est pourtant nécessaire si on veut additionner les valeurs et donc calculer la moyenne. C'est pourtant très souvent ce que nous faisons avec les réponses fournies à un questionnaire. On peut se dire que c'est acceptable de faire les choses ainsi, et surtout que c'est mieux que rien. Mais la question reste entière. Est-ce suffisant pour dire qu'on mesure quelque chose? Certains diront que oui, en se basant sur la théorie de Stevens. D'autres diront que non, parce que les principes mathématiques de la mesure en physique ne sont pas vérifiés. Nous sommes donc devant une question philosophique. Est-ce qu'attacher des nombres à des objets suffit à considérer qu'on mesure dans le domaine des sciences humaines? Ou est-il nécessaire de respecter certaines propriétés mathématiques qui caractérisent les mesures en sciences physiques quand on mesure en sciences humaines? Autrement dit, l'approche opérationnaliste de Stevens est-elle acceptable, suffisante pour les sciences humaines? Et d'un autre côté, l'approche tellement stricte de Campbell est-elle envisageable en sciences humaines? Certainement pas, elle est tellement strictement contraignante qu'elle ne peut pas s'appliquer en dehors de la physique. En fait, c'est l'évolution de la théorie de la mesure en physique qui va tendre la main à la théorie de la mesure en sciences humaines. Il faut attendre les années 60 pour que Dockhanlus et son équipe montrent que des mesures physiques pouvaient avoir une structure additive même sans être obtenues en multipliant des mesures fondamentales physiquement concaténées. Ils ont ainsi développé les axiomes de la mesure conjointe additive.
Pour simplifier, disons que la structure additive, nécessaire à la mesure d'un attribut, la variable dépendante, peut être obtenue de manière indirecte à partir d'autres attributs qui peuvent même éventuellement être qualitatifs et qui lui sont liés et qui sont les variables indépendantes. Pour mettre en œuvre le concept, il faut pouvoir répondre à la question suivante. Comment construire une représentation de la variable dépendante, qui est une structure additive, à partir des variables indépendantes? À l'heure actuelle, un certain nombre de chercheurs en sciences humaines adhèrent à l'approche de Stevens. Mais nombreux sont aussi ceux qui pensent que la mesure conjointe additive devrait être à la base de tout processus de mesure. Ces chercheurs portent un intérêt tout particulier au modèle de Rasch parce qu'il opérationnalise ce concept. Il n'est pas question ici de rentrer dans les détails de l'équation du modèle de Rasch. Essayons simplement de comprendre les grandes lignes de son fonctionnement. Imaginons un ensemble de personnes qui répondent à une suite de questions qui ont une bonne ou une mauvaise réponse. Il est assez intuitif de dire que la probabilité qu'une personne réponde correctement à un item dépend de son habileté et de la difficulté de la question. Ensuite, on peut assez facilement comprendre l'idée que le nombre d'items corrects donne une bonne estimation de l'habileté de la personne et que le nombre de personnes ayant bien répondu donne une bonne idée de la difficulté de l'item. Selon le principe de la mesure conjointe additive, l'additivité de la variable dépendante implique que les variables indépendantes sont mesurées sur une échelle d'intervalles avec la même unité. Le modèle de Rasch permet d'estimer la probabilité qu'une personne donne la bonne réponse à un item. On sait qu'une probabilité a naturellement une structure additive et la probabilité de donner une bonne réponse à un item dépend, dans le modèle de Rasch, de l'habileté de la personne et de la difficulté de l'item. Ainsi, dans le modèle de Rasch, on peut dire que l'habileté des personnes et la difficulté des items sont mesurées sur une échelle d'intervalles avec la même unité, ce qui est conforme au principe de la mesure conjointe additive. Il y a donc clairement plusieurs écoles de pensée en sciences humaines en ce qui concerne la possibilité de mesurer. Certains adhèrent à la vision de Stevens et considèrent qu'il suffit d'attribuer des nombres à des objets ou à des événements selon n'importe quelle règle pour mesurer. D'autres considèrent qu'il faut respecter les principes semblables à ceux qu'on retrouve en sciences physiques. Et pour eux, le modèle de Rasch offre une manière de réellement mesurer dans le domaine des sciences humaines. Voici donc ce qui conclut cette capsule sur la mesure. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et si vous le souhaitez, voici quelques lectures supplémentaires. À bientôt.